Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire recherche du CSTB sur la thématique du numérique. Donc, je suis Julien Soula, responsable recherche et innovation sur le numérique, et nous allons vous présenter tout au long de ce webinaire quelques travaux que nous menons autour des données, de l'IA, du jumeau numérique, au service donc, des usages et des acteurs de la construction et de l'aménagement urbain. Alors, tout d'abord, quelques informations pratiques sur notre webinaire. Donc, le webinaire devrait durer environ 2 heures à peu près, avec 3 présentations prévues. Chaque présentation sera suivie de séquences de questions-réponses et vous pouvez poser vos questions à tout moment via le module questions-réponses de Teams. Voilà, les intervenants y répondront à la fin de chaque présentation. Je relayerai à l'oral les questions. Et le replay et les supports de présentation seront mis en ligne sur le site du CSTB. Voilà pour ces informations. N'hésitez pas si vous avez dès à présent des questions sur les infos pratiques, hein, vous pouvez poser ces questions-là également. Alors, je vous propose qu'on démarre avec une courte introduction donc, sur le contexte et les enjeux des travaux R&D du CSTB, du coup, sur le numérique. Et tout d'abord, un point de contexte global sur les transformations digitales qui sont clairement aujourd'hui au cœur des débats sociétaux entre opportunités et responsabilités. On note une montée en puissance très forte des technologies numériques avec un focus qu'on aura tous noté autour de l'IA actuellement. Et donc, ces technologies sont porteuses d'espoir, notamment en faveur de la transition environnementale, mais néanmoins, elles interpellent également sur différents aspects que sont notamment les impacts environnementaux de ces technologies avec la matérialité du numérique, les risques qu'elles comportent, j'en ai cité quelques-uns, la fracture numérique, notamment la fracture sociale, l'acceptation sociale, l'impact sur l'emploi, et la réalité économique avec le retour sur investissement lorsque on investit parfois lourdement sur le numérique. Donc, cela nécessite d'avoir une approche qui soit proactive et responsable pour allier ces transitions numériques, environnementales, sociétales. Ça, c'était le contexte global. Maintenant, si on rentre un peu plus sur le contexte particulier du numérique et de la filière construction et également aménagement, hein, quelles opportunités? Alors tout d'abord, on peut noter qu'il y a toujours une faible numérisation de la filière avec une disparité assez importante entre différentes typologies d'acteurs de la filière et qu'il y a plusieurs usages clés du numérique pour la filière qui pourraient être des opportunités. Donc, bon, j'en ai cité quelques-unes que vous connaissez certainement. Le BIM en phase conception, hein, autour de la collaboration, l'optimisation des coûts et ressources. Ensuite, les jumeaux numériques et l'IoT plutôt en phase exploitation, où là, on va pouvoir, par exemple, avec des capteurs, récupérer des informations, des données chaudes pour pouvoir faire du suivi de consommation de la simulation en temps réel. Alors l'IA qui peut être utilisée sur plusieurs usages, mais sur par exemple l'optimisation des flux, la maintenance prédictive, l'automatisation. La réalité virtuelle et augmentée qui reviennent un peu sur le devant de la scène actuellement aussi, avec toutes les possibilités autour de la visualisation, de la formation, de l'assistance. Et puis on peut citer également la robotisation avec l'impression 3D, les assistances sur chantier par exemple. Voilà, donc les bénéfices de ces technologies sont autour d'une hausse globale de la productivité, d'une meilleure performance environnementale et puis d'une meilleure qualité globalement, sécurité, enfin, une baisse des non-conformités, etc. On peut imaginer pas mal de bénéfices. Alors, maintenant, le point de contexte également de la recherche au CSTB. Donc, au niveau du CSTB, on a des domaines d'action stratégique qui vont répondre à plusieurs questions clés. Donc, par exemple, comment bien vivre durablement dans nos bâtiments et nos villes? Comment limiter les impacts justement de ces bâtiments et ces villes et les adapter au climat futur? Et comment, du coup, rénover, là on est dans les chantiers, dans les moyens, comment rénover, comment fiabiliser et comment réemployer? Et quelles solutions techniques et organisationnelles pour répondre à ces questions. Voilà, donc ça correspond aux 5 domaines d'action stratégique du CSTB qui organisent notre recherche.
Et il y a un leitmotiv de cette recherche, hein, qui est vraiment autour d'une recherche appliquée, autour de l'urgence à impacter dans le contexte de changement climatique que nous vivons. Et donc les enjeux du numérique sont transverses par rapport à ces 5 domaines d'action stratégiques et visent véritablement à être un levier au service de ces enjeux stratégiques. Donc les enjeux transverses du numérique sont résumés avec ces 4 axes ici, donc les données expertes, l'IA, le jumeau numérique et le numérique responsable. Donc on va développer un petit peu ce qu'il y a derrière ça. Et on va commencer d'abord par voir quelles sont les opportunités et les challenges des données autour des bâtiments et des villes. Tout d'abord, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, les bâtiments et villes sont devenus des systèmes complexes qui sont interconnectés entre eux, hein. On peut imaginer, il y a de la mobilité, il y a les bâtiments qui sont intégrés dans les quartiers, il y a la végétation, etc. Donc, et les usagers, évidemment, de l'espace public, des bâtiments. Tout cela est interconnecté. Et les politiques publiques nous demandent finalement d'évaluer, d'optimiser ce système complexe, de le rendre résilient, notamment face aux crises, à la crise climatique. Tout cela donc nécessite d'être dans une approche qui est systémique, multicritère, qui prend vraiment la globalité des systèmes en compte. Je donne un exemple, la rénovation multicritère, où il faut à la fois diminuer les consommations tout en maintenant le confort des usagers, en augmentant la sécurité, la qualité de l'air, etc. Et donc le numérique permet, et notamment le jumeau numérique, permet de soutenir cette approche systémique. Pourquoi? Parce qu'il va permettre d'être intégrateur via le dénominateur commun que représente la donnée, et il va permettre d'éclairer les décisions en apportant des connaissances, notamment en exploitant les données à travers l'IA, la simulation, etc. Donc ça va nous permettre finalement d'actionner des leviers, grâce à ce numérique, de transition écologique. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a de plus en plus de données qui sortent de ces bâtiments et de ces villes. Donc on se dit qu'on va pouvoir les exploiter facilement, mais néanmoins, c'est là que résident nos problématiques R&D, c'est que ces données, il faut qu'elles existent, on vient de le dire, mais qu'elles soient fiables, qu'elles soient gouvernées, qu'il y ait une interopérabilité entre ces données, qu'elles puissent se parler. Également que leur exploitation soit explicable, soit opposable, pour notamment soutenir, répondre à des politiques publiques, euh, et que l'approche soit responsable, c'est-à-dire qu'elle ne coûte pas plus globalement que ce qu'elle apporte. Et également qu'il y ait une acceptation globale et une appropriation, parce que si on n'a pas d'acceptation sociale, c'est très compliqué, même si on a des technologies numériques très performantes, si elles ne sont pas utilisées, bah, c'est raté. Voilà donc nos problématiques R&D. Et donc, on a deux grands axes. Je vais commencer par illustrer deux grands axes de travail que nous avons sur les données en support à l'aide à la décision et qui seront développés dans les présentations qui vont suivre. Donc, en premier, on l'a vu, il faut que ces données existent, qu'elles soient fiables, qu'elles soient consolidées. Donc, c'est vraiment un axe fort, consolider, diffuser les connaissances. Et Pascal Chetela présentera tout à l'heure donc la BDNB, base de données nationale des bâtiments, qui nous permet de consolider donc un certain nombre de connaissances sur le territoire et d'aller travailler sur les diagnostics et les potentiels donc pour aider à la décision sur cette base. En deuxième axe important, la connexion des connaissances entre elles. Alors notamment, là vous voyez un ensemble de bulles, de domaines qui sont à relier entre eux pour permettre finalement de répondre à des requêtes complexes qui vont traiter à la fois du domaine du bâtiment, qui vont aller interroger les produits, qui vont remonter des informations de capteurs, mais qui vont travailler également en lien avec une réglementation, etc. Donc pour aller répondre à cette requête complexe, qui peut être un peu symbolisée par ce chemin en route que vous voyez ici, il est important qu'on puisse appeler, interroger ces différents domaines de connaissances. Alors comment on connecte ces connaissances? À travers des communs numériques, des modèles de données qui savent se parler, des ontologies, des standards, des normes ISO, etc. Et ça va permettre de faciliter le traitement et l'utilisation des données qui sont multidisciplinaires, multi-échelles, multidimensionnelles, multilingues, voilà. Et les ontologies, notamment, permettront de définir le vocabulaire, les relations entre les différents concepts qui sont manipulés dans ces différents domaines.
Et enfin, donc, pour faciliter le traitement de ces données et assurer la continuité de la chaîne numérique, le CSTV développe notamment une solution appelée Continuum. J'ai mis ici le logo. Voilà, et tout ça, en fait, nous permet, à partir de ces connaissances qui existent, qui sont consolidées, et de cette connexion des connaissances, de vraiment aider à la décision et de fonder finalement les concepts aussi de jumeaux numériques qui vont exploiter ces connaissances par l'IA, par la simulation, etc., pour apporter vraiment des réponses aux requêtes complexes dont on parlait juste avant. Alors, je terminerai avec les challenges, les principaux challenges de la R&D sur le numérique, sur ces 4 axes stratégiques qu'on a listés au début. Donc tout d'abord, sur les données expertes, le challenge, on l'a vu juste avant, hein, mais je le rappelle, c'est de développer des bases de connaissances qui soient réellement fiables, interopérables, et qui puissent être mobilisées aussi bien par l'humain que demain par l'IA. Alors justement, en parlant de l'IA, quels sont les challenges sur l'IA? C'est de développer des usages réellement concrets de l'IA, opérationnels, pratiques, faciles à mettre en place, et d'expérimenter des approches hybrides entre les différentes techniques d'IA qui existent. Ça, c'était plutôt on va dire, les moyens. Et donc, ces moyens permettent ensuite d'atteindre des finalités. Donc, autour du jumeau numérique, ça va être d'apporter des réponses numériques, on l'a vu, aux enjeux stratégiques qui ont été développés au début de cette introduction, notamment autour des enjeux environnementaux, sociétaux, les domaines d'action stratégique de recherche que nous menons. Et tout cela en engageant un numérique responsable, c'est-à-dire véritablement by design, c'est-à-dire dès la conception et sur l'ensemble du cycle de vie, pour justement s'assurer que le coût global ne soit pas, d'une approche numérique, ne soit pas supérieur finalement à ce qu'on gagnerait tout simplement avec l'approche. Voilà pour les challenges. Et du coup, on arrive au programme du webinaire. Ce webinaire donc, sur donc des programmes qui vont être à différentes échelles et qui vont concerner les axes dont je parlais tout à l'heure. Donc, par exemple, sur les données expertes, plutôt à l'échelle du parc de bâtiments, sera illustré un cas d'usage métier qui est le cas d'usage de modélisation des flux de matière et qui va s'appuyer en fait sur la BDNB qui va être présentée donc, par Pascal Chetela et Édouard Sorin. Ensuite, sur la partie IA, donc vous voyez en fait à chaque fois, on a une présentation qui va être à 2 voix et qui va illustrer un cas d'usage métier qui va exploiter un levier numérique. C'est comme ça qu'on a envisagé ce programme. Donc sur l'IA, il y aura une présentation d'un outil prédictif basé sur l'IA qui va exploiter les données de produits de construction issus de calculs et d'essais, présenté par Fadi Lalou et Pierre Pigeon. Et enfin, sur le jumeau numérique, plutôt à l'échelle urbaine. Donc là, juste avant, on était à l'échelle produit. Là, maintenant, on est plutôt à l'échelle urbaine. Sur le jumeau numérique, une présentation qui s'intitule « Faire parler les données pour accompagner les trajectoires de transformation écologique et sociétale des territoires », qui sera effectuée par Audrey Bouet et Florence Gutt. Et voilà pour l'introduction. Je vous propose de démarrer à présent les interventions et les présentations. Et donc, je passe la parole à Pascal Chetela, que je te laisse te présenter, Pascal, et prendre la main. Bonjour, merci Julien, bonjour à toutes et à tous. Attends, on ne voit plus tes slides par contre. Attends, si, elles sont là. Si, c'est Est-ce bon. que j'ai le contrôle? Alors, il faut que tu me demandes le contrôle. Je t'ai demandé le contrôle. Alors, je ne vois pas ta demande de contrôle. Prendre le contrôle. Ah, ça y est, c'est bon. Je recommence. Ça devrait être bon. Voilà, C'est bon. parfait. Oui, désolé. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Pascal Chetela, je suis directeur scientifique et technique de la BDNB et j'ai le plaisir de vous présenter avec Édouard Sorin, qui est donc ingénieur recherche expertise des directions économie et ressources, un cas d'usage autour de la modélisation des flux de matière basé sur la BDNB. Et je vais prendre la première partie pour vous présenter assez rapidement la BDNB, ce qu'elle est, où on en est aujourd'hui et 2 cas emblématiques un petit peu de sa R&D avant de repasser donc la parole à Édouard. Alors.
Voilà. Donc la base de données nationale des bâtiments, aujourd'hui, effectivement, c'est un actif numérique majeur au sein du CSTB qui vise à être un socle de données de référence pour les acteurs du bâtiment. Désolé, les slides mettent un peu de temps à passer. Voilà. Et donc il a été publié depuis 2022. Elle consiste à agréger tout un ensemble de jeux de données nationaux qui concernent le bâti et l'immobilier, donc des jeux de données assez emblématiques comme l'ABD Topo, comme les fichiers fonciers du CEREMA basés sur les impôts fonciers, les données locales de l'énergie, les données de diagnostic de performance de l'énergie de la base de l'ADEME, etc. Et donc c'est un travail assez colossal de recroiser toutes ces données-là et de les republier dans un référentiel qui est cohérent. Et derrière, nous, ce n'était pas le seul objectif, c'était aussi de pouvoir aller et faire et amener effectivement, comme le disait Julien tout à l'heure, du conseil et du diagnostic au niveau du bâti. Et donc pour ça, c'était de relever le challenge de la donnée manquante. Et donc c'était de mobiliser dans un premier temps le machine learning, l'apprentissage machine, pour pouvoir euh, prédire les données manquantes à l'intérieur de la base. Et à la fin, derrière, de dérouler l'expertise du CSTB autour d'un ensemble d'indicateurs métiers dont je parlerai un petit peu tout à l'heure. Et donc, aujourd'hui, c'est un produit qui est basé sur l'open data pour l'open data avec une préservation de ces licences-là. En fait, toutes les données qu'on a en open, on les remet en open derrière. Mais ce n'est pas le cas de l'intégralité de la base. Derrière, on a aussi ce qu'on appelle la couche ayant droit pour les fichiers fonciers, alors qui concerne plutôt les opérateurs de l'État et les collectivités, là qui vont concerner des informations sur les locaux tertiaires, commerciaux, ou alors les locaux à usage résidentiel, donc les logements au niveau national. J'ai un petit problème pour pouvoir passer au suivant. Voilà. Et derrière, en fait, la couche dont on va parler principalement aujourd'hui, qui est la BDNB Expert, en fait, et qui permet d'être le réceptacle de l'ensemble de nos travaux de R&D, dont d'où je vous parlais sur le machine learning pour pouvoir traiter les données manquantes et pour pouvoir aller vers des indicateurs et les ramener directement à nos utilisateurs, comme l'exemple ici qu'on voit en bas à droite sur Gorenov, qui est une application ouverte à tout un chacun pour pouvoir visualiser des choses sur le diagnostic de performance énergétique des bâtiments et le potentiel de rénovation de celui-ci. Et donc, pour faire court, aujourd'hui, on est donc sur une trentaine de jeux de données nationaux, on est sur 118 tables de données, une mise à jour majeure par an, alors qui comprend la mise à jour de la BD Topo et des fichiers fonciers, plusieurs mises à jour mineures liées à d'autres jeux de données comme celle des DPE, un référentiel administratif reconstruit, cohérent de l'IRIS jusqu'au national, et qui va comprendre tout un ensemble de thématiques. Le contexte géographique, la zone d'emploi, le QPV, le bassin de vie, on en a plus d'une dizaine qui est intéressant. On a tout ce qui est lié à l'usage et à la propriété des locaux, qui est extrêmement important pour pouvoir segmenter le parc en différentes natures. La nature du bâti et les matériaux, dont Édouard parlera tout à l'heure. Tout un ensemble d'indicateurs calculés autour du gisement carbone du parc, ses performances énergétiques et les classes DPE, que ce soit des DPE réels ou que ce soit issu des prédictions de machine learning. On agrège toutes les consommations énergétiques depuis plusieurs années aussi, ainsi que les indicateurs de risque bâti, comme ceux du radon ou le risque RGA. Puis on a des travaux dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Un qui concerne les indicateurs de risque aux personnes, et notamment autour des risques de surchauffe aujourd'hui et demain, et des indicateurs de R&D qui, eux, ne sont pas encore sortis, mais qui sont en cours de travail, autour de la prédiction des populations et des revenus à l'échelle du bâtiment. Et donc pour décrire un petit peu aujourd'hui ce qu'est la BDNB en chiffres, aujourd'hui c'est 32 millions de bâtiments. Alors le bâtiment, en fonction de comment on le découpe, on peut en avoir plus ou moins. Ce qui est important de voir, c'est qu'on va récupérer les 38 millions de logements de l'INSEE, plus tout l'ensemble des locaux, tout l'ensemble des locaux tertiaires. C'est aussi 20 millions d'appels API par an. Donc au niveau des utilisateurs, on est très content. Cette API-là, elle fonctionne bien et elle a rencontré son public. On a aussi 1 million de visites sur les services Gorenov. Donc là aussi, la promesse d'apporter à tout un chacun, et notamment les particuliers, un niveau de connaissances facilement utilisable à partir d'une adresse pour pouvoir avoir une idée de la performance énergétique et environnementale de son logement, elle est tenue en fait aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très visité chez nous.
On a aussi, en termes de jeux de données, là, dédiés aux experts, on a plus de 20 000 téléchargements de la BDNB par an. Et là aussi, on en est très fiers. Et ce qui est principalement visible quand on regarde notre classement en termes de nombre de vues sur data.gouv, aujourd'hui, on est le 21e jeu de données sur plusieurs centaines. Alors, pour donner un petit exemple, on est situé entre la base d'adresse nationale et la base sirène des entreprises. Donc, aujourd'hui, on est particulièrement fiers d'être présent comme ça, d'avoir une visibilité nationale au niveau de ce jeu de données. Alors, voilà. Alors, le premier exemple un peu emblématique de la R&D que je vais présenter un petit peu, c'est l'indicateur de surchauffe bâtiment qui est issu de nos travaux de R&D qui ont été publiés en début d'année, qui sont disponibles à l'intérieur de l'application Gorenov et dans la couche experte de la BDNB, et en fait qui consiste à calculer pour tous les logements un indicateur d'exposition qui quantifie l'exposition à la chaleur dans les logements et globalement qui est une intégrale de temps passé au-dessus d'une température seuil. Et alors cet indicateur, il va se baser sur des données météo, la canicule de 2003, le calcul fait pour toutes les agglomérations d'îlots de chaleur urbains, l'exposition au soleil et bien sûr les inerties et l'isolation du logement, leur niveau de protection solaire, de ventilation et la position sous toiture ou non. Ce qui nous permet de réagréger tout ça dans un indicateur qui va être synthétique et qui va permettre au niveau des décideurs d'avoir une vision de l'état de leur parc vis-à-vis des thématiques d'adaptation. Alors ça, c'est déjà sorti et en ce moment, la R&D est en train de travailler sur la partie de la projection de 2050 à 2100 et qui a déjà fait lieu d'un séminaire du CSTB, dont je vous mets les liens ici. Alors, comme une question a été posée tout à l'heure, tous les liens, tous les supports seront disponibles après le webinaire. Donc, vous pouvez retrouver les vidéos sur YouTube et sur le site du CSTB, ainsi que la documentation sur le site bdnb.io. Le deuxième exemple dont je voulais vous parler avant de passer la main à Edouard, qui est de nature assez différente et qui est en fait l'offre BDNB 360 qui est en cours de construction, qui est dédiée aux collectivités et aux gestionnaires de parcs qui vise à faire de l'acquisition de données plus chaudes basées sur l'image pour enrichir les données de la BDNB. Et alors, en fait, cette idée-là, on l'a eue suite à nos travaux d'analyse post-crise à Mayotte et à La Réunion. Après les dégâts sur place, en fait, on a déployé tout un ensemble de diagnostics basés à la fois sur la visite, sur le diagnostic expert, mais aussi sur l'acquisition d'images de façade. Et en fait, ça nous a mené à travailler, à ajouter des images de façade des bâtiments dans la BDNB et à en extraire automatiquement, grâce à l'IA, des observations clés. Donc, par exemple, la présence de protection solaire, de dégâts liés à un sinistre, de climatiseurs, de niveau de dégradation, par exemple des graffitis, de consolidation de l'adresse, par exemple en identifiant les numéros de rue, ou encore de type architectural. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est basé sur quelque chose qui s'appelle Panoramax, qui est en fait le Google Street View à la française, qui est assez récent. Probablement, vous n'en avez pas encore entendu parler, qui dispose déjà de plus de 70 millions d'images. On n'est pas encore à une couverture exhaustive du territoire, mais on commence déjà à avoir un vecteur d'acquisition de données qui est sans précédent, qui grandit assez fortement, auquel l'hygiène participe également, et qui permet à tout à chacun d'aller contribuer à ce géo commun et à enrichir le patrimoine d'images du territoire français. Et d'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel aux collectivités et aux gestionnaires de parcs pour nous aider et nous guider dans le développement de cette offre-là, qui vise donc à améliorer la connaissance du parc pour ces gestionnaires. D'un point de vue un peu plus R&D, ce que ça représente, en fait, c'est le développement d'un actif. Alors, il y en a plusieurs, mais je vais vous présenter seulement celui-ci, qui est le jeu de données BDB Façade, qui consiste à prendre toutes les images 360 ici qu'on voit dépliées, d'identifier à partir de la base, d'un point de vue géospatial, tous les bâtiments potentiellement visibles, de les identifier, de les découper, de vérifier qu'ils sont bien visibles et de les mettre en base derrière pour pouvoir préparer les traitements d'extraction de données par machine learning. Et alors pour finir, avant de passer la parole à Edouard, donc comment mobiliser la BDNB dans vos projets? Alors la première, j'en ai déjà parlé, c'est les services Gorenov et leur widget cartographique qui permettent à tout un chacun d'aller regarder effectivement les données au niveau du bâtiment. Mais bien sûr, alors, je suis désolé, j'ai un peu de mal à passer les slides. Voilà.
Alors, les offres d'API qui permettent un raccordement au niveau applicatif, au niveau de système d'information. On a aussi, bien sûr, les offres phares, là où nos utilisateurs vont se saisir de la donnée en direct. Alors, bien sûr, les données en open sur bdnb.io, sur la partie téléchargement, les exports de fichiers experts et ayant droit, avec une nouveauté alors, qui sera bien prochainement annoncée sur le site, qui est une licence gratuite pour la recherche publique. Et un peu plus récemment, on a aussi un nouvel accès de la BDNB depuis les outils Esri, avec le site qui est affiché ici. Un point que je voulais souligner particulièrement, c'est nos offres de support et de formation qui ne sont pas destinées uniquement à nos utilisateurs payants, mais à tous nos utilisateurs de l'open, de l'ayant droit et de l'expert, avec des offres de support qui permettent d'apporter une assistance technique à la mobilisation de ces données-là, que ce soit sur les données ou sur les API, dans les systèmes d'information de nos clients utilisateurs, et des offres de formation de deux natures, une plus courte, plutôt orientée vers les décideurs pour faire passer le potentiel de la base en termes de mobilisation, et une plus technique, plus longue pour des experts de la data sur la manière de mobiliser ces données directement en interne. Et enfin, les demandes d'études sur mesure qui sont simplement répondre à une question spécifique de nos clients en mobilisant tout l'ensemble des données du CSTB et de son expertise pour arriver et apporter des questions les plus précises et les plus justes. Et en parlant d'études, je passe la main à Edouard qui va nous parler de la matérialité, des études sur la matérialité. Oui, merci Pascal. Alors du coup, j'ai un petit problème technique, donc je vais partager mon écran pour reprendre la suite de la présentation. Normalement, ça devrait bien se passer. Alors là, vous voyez... Ah, si c'est bon, vous voyez bien la Ouais, présentation? Pascal, tu peux me dire? Ouais, ok, ouais. parfait. Super. Donc moi, je vais vous parler de la modélisation des flux de matière, donc grâce à la BDNB, mais aussi grâce à d'autres actifs numériques que je vais vous présenter petit à petit. Alors, hop. Ah oui, sinon c'est pas drôle. Perdu ma souris, voilà. Très bien. Du coup, je vais vous parler un petit peu du contexte autour de cette modélisation de la matérialité. Donc, le secteur du bâtiment, pour rappel, en France, c'est un gros consommateur de ressources, environ 100 millions de tonnes consommées, et un gros producteur de déchets, environ 40 millions de tonnes de déchets produits, avec du coup beaucoup de problématiques importantes à gérer par les territoires dues à ça. On va avoir tout ce qui est gestion et traitement des produits, équipements, matériaux et déchets, tout ce qui est gestion de l'approvisionnement en ressources, et si possible localement. Tout ce qui est du coup aussi soutien au développement des filières de traitement et de valorisation. Tout ça dans un objectif général de réduction de l'impact sur l'environnement. On va avoir divers types de flux à observer. On va avoir la construction, où c'est plutôt de la ressource, à des flux entrants avec de la ressource consommée. La déconstruction, ça va plutôt être sortant avec des déchets ou des PEM. Et on va avoir tout ce qui est rénovation et réhabilitation. On va avoir à la fois des entrants et des sortants en fonction des types de rénovation qu'on effectue. Ce contexte, il amène plusieurs besoins. On a besoin de faire des études à l'échelle des parcs de bâtiments sur différents territoires, France, régions, départements. Ça peut aussi être à l'échelle de projets d'aménagement. Et on a besoin d'indicateurs dédiés à ces échelles-là, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut faire aussi des études prospectives, donc intégrer les rythmes de mutation du parc à venir, prendre en compte l'évolution des solutions techniques, est-ce qu'on a des nouvelles solutions de systèmes constructifs qui apparaissent ou pas, et intégrer l'évolution de la situation du territoire, est-ce qu'on a un épuisement de certaines ressources, le développement de nouvelles filières ou pas. Et tout ça dans un contexte dans lequel on a besoin de produire de nouvelles connaissances qui va permettre d'identifier les opportunités et les contraintes liées au parc existant, d'évaluer la capacité de gestion et de traitement des déchets, d'évaluer la soutenabilité de l'approvisionnement en ressources, et aussi évaluer l'impact des stratégies, souvent d'économie circulaire, sur les flux de matière. Comment on répond à ces besoins? On a développé un modèle qui s'appelle BTP Flux, donc qui permet de faire l'analyse des flux de matière à l'échelle du parc et à la maille bâtiment. Donc on va pouvoir regarder différents scénarios de mutation du parc, avec des flux territorialisés par région, par département, voire collectivité territoriale, différents types de travaux, construction, déconstruction, rénovation, différents usages de bâtiments, logements individuels, logements collectifs, bureaux et autres, différents flux de matière, produits, équipements, matériaux et déchets. Et tout ça, on le lie avec un modèle autre qui s'appelle Tipeee, qui permet de faire modéliser avec un modèle d'estimation de la matérialité d'un bâtiment à partir d'une description limitée, typiquement le type de description qu'on pourra avoir à partir de la BDNB. C'est quoi la matérialité d'un bâtiment pour nous? Parce que je vous en parle jusque-là, mais je ne vous ai pas forcément défini ce que c'était. En fait, on a une approche par composants et macro-composants.
On va prendre un composant, c'est une brique élémentaire d'un bâtiment. Donc, on va prendre l'exemple des murs en brique ici. Donc c'est bien le mur en brique qui est le composant et donc la brique élémentaire, et pas la brique qu'on va retrouver dans chacun des murs. Ça c'est important, c'est la définition que nous on va donner et qu'on va choisir ici. Et ces briques élémentaires, on va les assembler pour créer ce qu'on appelle ensuite des macro-composants. Et là je vous ai mis l'exemple de la façade, dans lequel on va avoir un composant balcon, un composant fenêtre, qu'on va associer ou assembler un autre macro-composant qui est le mur extérieur, qui est lui-même composé de composants, donc avec revêtement extérieur, une structure en mur béton et un isolant intérieur. Et en fait, à la fin, ce qu'on va avoir, c'est un bâtiment qui est lui-même un macro-composant parce qu'il est l'assemblage de macro-composants et de composants. Donc, on a bien vu qu'on avait donc une définition de la matérialité qui est à l'échelle des composants, mais il faut bien qu'on passe aussi à la matière. Donc, on va associer et à différentes autres propriétés. Donc, on va associer des propriétés à ces composants. Donc, ça peut être des propriétés donc, en composition de matériaux, composition de déchets, des liens avec des F2S si on veut faire des ACV, des liens avec de la thermique pour faire de l'inertie thermique de bâtiments, par exemple, aussi tout ce qui est probabilité de présence d'amiante, et j'en passe. On peut associer énormément de propriétés à ces composants-là. Après, il faut passer à la matière, donc on a bien un composant et on va ensuite le décliner en décomposition matière selon différentes nomenclatures, avec différentes nomenclatures matière ou matériaux. Donc ça, c'était pour qu'est-ce qu'on entend par composant et matérialité. Et ensuite, maintenant, je vais vous parler de comment est-ce qu'on utilise la BDNB et d'autres informations pour aller jusqu'à les flux de matière à l'échelle territoriale. Donc, comment est-ce que BTP Flux échantillonne un parc? Alors déjà, je vais vous parler de comment fonctionne BTP Flux. Donc, on choisit un parc de bâtiments grâce à la BDNB. On va aller regarder tout ce qu'on sait sur ces bâtiments-là. Ensuite, on va aller chercher à comprendre la dynamique du parc. Elle peut être spécifique à un projet, mais souvent, ce qu'on utilise à l'heure actuelle, c'est des statistiques pour un territoire donné. Et on va regarder la répartition de ces dynamiques par catégorie de bâtiments. Et on va regarder les rythmes de déconstruction, les rythmes de rénovation, les rythmes de construction. Donc, on utilise la BDNB et d'autres bases de données pour pouvoir faire ça. On va pouvoir en déduire du coup ensuite la matérialité des bâtiments à venir, donc ce qui va être construit, la matérialité des bâtiments existants, donc ce qui est déjà dans le parc, et tout ce qui est matérialité associée aux gestes de rénovation. Tout ça, ça va nous permettre d'aller ensuite jusqu'au flux de matière entrante. Donc on va parler de produits, de construction et équipements, donc la partie composants, mais aussi de matériaux si on veut aller jusqu'aux matériaux. Et on a tout ce qui est aussi flux de matière sortante, avec la partie donc PEM aussi à l'échelle composants, ou déchets, qui est plus la partie matériaux, mais partie de déchets donc, qui sort des bâtiments. Et avec tout ça, on va pouvoir regarder ce qui se passe en termes d'économie circulaire entre la consommation et la production de déchets. Donc je vais vous parler d'abord de la partie choix du parc, dynamique du parc, comment est-ce qu'on fait, et ensuite on va passer dans Tipeee, je vous présenterai Tipeee plus en détail. Donc sur la dynamique du parc, on va aller regarder les volumes de construction en mètres carrés. Pour ça, on regarde ce qu'on a dans la BDNB par année de construction, et on va catégoriser les bâtiments construits à l'échelle des départements, en fonction de leur usage, pour différentes catégories de niveaux, R0, R+1, R+2 et plus, et en fonction de la matérialité de l'enveloppe. Et ça, on l'a fait pour les années 2020-2022. Donc ça nous donne voilà, des cartographies à l'échelle départementale, des volumes construits sur le territoire français. Ça, c'était pour la construction. On a aussi besoin de taux de déconstruction. Donc là, on va faire des taux calculés en surface comme étant le rapport entre la surface qu'on a déconstruite et la surface totale de la catégorie de bâtiments qu'on observe à une année N sur le territoire. Et on va faire du coup des analyses pluriannuelles pour déterminer le taux de déconstruction, c'est-à-dire par rapport à combien j'avais de mètres carrés dans mon parc, combien j'en déconstruis chaque année. Et on va catégoriser cette fois-ci par département, usage et période de construction, selon les périodes de construction définies par l'INSEE. Et on va recalibrer pour avoir des données les plus intéressantes possibles et éviter les données aberrantes. Donc voilà un petit peu les taux de déconstruction et les dynamiques en France par département en fonction des usages de bâtiments. Donc une fois qu'on a défini ces dynamiques-là, je passe un petit peu des étapes, mais on va vouloir regarder la matérialité pour aller jusqu'au flux de matière. Et donc pour ça, on va utiliser Tipeee. Et donc Tipeee, ce qu'il a besoin de faire pour du coup, fournir une matérialité des bâtiments, c'est de connaître la géométrie du bâtiment, une géométrie assez simple. Donc on va avoir l'enveloppe, l'emprise au sol, et des métadonnées du bâtiment, typiquement l'usage, la période de construction, et un petit peu des informations sur les matériaux, tout ce qu'on peut retrouver dans la BDNB, entre autres, ou sur d'autres bases de données. Grâce aux métadonnées sur les bâtiments, donc l'usage, période de construction, matériaux, on va être capable de déterminer quels sont les composants constitutifs du bâtiment grâce à des algorithmes d'association qui se basent sur des connaissances historiques, des connaissances statistiques et aussi des connaissances métiers. C'est là où on retrouve ma décomposition en composants de mon bâtiment.
Ça, c'est associé aussi à une base de données composants, donc, où on a environ 300 composants dans lesquels on aura nos propriétés ensuite associées à chacun des composants et on pourra ensuite faire nos calculs thématiques. Une fois qu'on connaît ça, on va associer la géométrie pour pouvoir quantifier les quantités de composants qu'on a et pour pouvoir dire dans un bâtiment, j'ai X quantité de ce composant-là. Par exemple, j'ai X quantité de mètres carrés, de fenêtres, ce genre de choses. Et ça, c'est grâce à des algorithmes de dimensionnement, à de la connaissance métier et aussi là encore des connaissances historiques qu'on peut faire tous ces calculs. Vient ensuite la rénovation, une fois qu'on sait ce qu'on a dans un bâtiment, on va dire je vais vouloir déposer, par exemple, si je fais une ITE, je vais vouloir déposer mon enduit extérieur pour pouvoir mettre de l'isolant à l'extérieur et je vais remettre un bardage. Donc il y a tout ce qu'on va enlever comme composant et tout ce qu'on va réajouter ensuite. Et tout ça, c'est associé donc à la connaissance de ce qu'on a dans le bâtiment et à une base de données aussi de gestes de rénovation, où on va dire les types de rénovation qu'on va vouloir faire. Et cette base de données de gestes de rénovation, elle fait un lien forcément avec les composants, parce que si je sais ce que je veux faire comme type de rénovation, j'ai besoin de savoir quels composants j'ajoute et quels composants j'enlève. On voit bien qu'il y a énormément d'informations qui sont mobilisées dans Tipeee, et tout ça, c'est des informations au CSTB qu'on cherche à mutualiser, parce qu'en fait, on a beaucoup de travaux où on va avoir besoin des mêmes choses, de la géométrie, des métadonnées, connaître ce qu'on a comme composants, les bases de données, gestes de rénovation, tout ça, c'est des choses qu'on mutualise et on essaie de travailler tous en équipe, donc on voit bien que c'est très transverse sur ces sujets-là. Tipeee aussi, du coup, on comprend bien, il faut qu'on puisse définir la décomposition en composants d'un bâtiment. Donc en fait, Tipeee, on a dû proposer un standard qu'on utilise à l'heure actuelle que au CSTB qui permet d'aller du bâtiment jusqu'au composant le plus petit. Donc là, on a un exemple un peu d'arborescence très simplifié. On part de la porte et on voit où est-ce qu'elle se situe dans le bâtiment. Et tout ça, en fait, ça a donné naissance à une base de données, donc qui est la base de données où on a toutes nos informations composants, mais qui est une base de données avec ORM, donc Object Relational Mapping, c'est-à-dire qui gère des relations pour bien pouvoir aller jusqu'au bâtiment en partant de nos composants, ou à l'inverse, en partant du bâtiment jusqu'au composant. Et tout ça, on se pose la question de tout ce qui est standard, ontologie associée. Ça fait un lien avec tout ce qu'a présenté Julien au début, de quelles sont les technologies qu'on peut mettre en place pour être le plus efficace sur ce fameux langage de description de la matérialité d'un bâtiment. Maintenant, si je reviens sur les flux de matière, je connais la matérialité, je passe au flux de matière entrante et je peux déterminer les flux de matière sortantes parce que, je n'ai pas détaillé ici, mais une fois qu'on connaît la matérialité d'un bâtiment, on saura extrapoler à tout ce qu'il représente dans le parc. Très rapidement, forcément, pour aller au flux de matière, il faut se dire que ce qu'on a dans un bâtiment quand on déconstruit, c'est 100% du stock qui devient un déchet. Pour la rénovation énergétique, comme j'ai dit, ou réhabilitation, on enlève ou on ajoute des composants. Il faut savoir ce qu'on enlève ici. En termes de déchets, on a aussi un petit peu la construction neuve, on va avoir des pourcents de rebut de chantier. On va ensuite estimer la consommation de ressources. Pour la construction neuve, c'est 100% du stock construit qu'on va prendre. Et pour la rénovation énergétique réhabilitation, il faut viser quels sont les éléments qu'on va ajouter lorsqu'on rénove ou lorsqu'on réhabilite. Je vous mets juste très rapidement quelques exemples du coup de résultats qu'on a. Donc ici, on est capable d'avoir la composition des déchets produits en fonction des types de bâtiments pour un territoire donné. On peut aussi forcément le fournir en données un petit peu plus brutes. Et on a aussi des cartographies pour faire cela. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en tout cas, pour pouvoir faire ça, c'est un croisement d'un ensemble de connaissances très diverses. Donc on a la BDNB sur tout ce qui est parc existant. On va aussi regarder pour le neuf beaucoup tout ce qu'il y a dans OP2E, donc qui est l'Observatoire de la performance énergétique et environnementale lié à la RE 2020. On va aussi essayer de regarder tout ce qui est rythme de rénovation avec les bases de données sur MaPrimeRénov, les C2E. Donc c'est la rénovation aidée, mais ça quand même donne une idée de la dynamique de rénovation. Et on va avoir tout un ensemble de choses qu'on développe donc sur la base de données de composants, la base de données de gestes de rénovation, et on fait des liens forcément avec tout ce qui est INIES pour la partie produit FDVS. En conclusion, donc l'analyse des flux de matière, ça suscite beaucoup d'intérêt au niveau de la filière. On a beaucoup de questions qu'on nous pose dessus. La matérialité, elle est au cœur aussi de nombreuses thématiques. Donc là, je vous ai présenté que ce qui était flux de matière, mais on a donc bien économie circulaire et ressources. Tout ce qui va être aussi ACV, on a besoin de connaître la matérialité, qualité de l'air intérieur et tout ce qui est lié aux substances dangereuses qu'on pourrait trouver dans les bâtiments, tout ce qui est aussi thermique, inertie des bâtiments. C'est des mutualisations au sein du CSTB à travers des modèles de données, des bases de données où on essaie vraiment de développer un environnement numérique commun pour tous. Et en dehors, on aimerait bien pousser tout ce qui est standard de description de la matérialité d'un bâtiment. Merci pour votre attention et du coup, si vous avez des questions, on est prêt à y répondre avec Pascal. Merci Edouard, merci Pascal. Donc on a quelques questions, on va avoir à peu près 5 minutes de temps de réponse. La première que je vois, donc quand a lieu la mise à jour annuelle de la BDNB? Pascal, je te laisse répondre.
Alors, je crois que je viens de répondre, mais Ah, la mise à jour, elle est pas sur des périodes fixes. Mon document, ma réponse. Le planning de publication, en fait, il dépend de plusieurs choses. C'est la mise à jour des données sources. Et des fois, on a des retards sur nos données sources. Et sinon, en fait, aussi, il nous arrive de retarder des publications quand on a des innovations qu'on veut faire passer, parce qu'on a toute une feuille de route produit. Et en fait, notre responsable produit, notre product owner, en fait, il va décider de décaler éventuellement des publications pour que l'intégralité passe. Est-ce que je vais peut-être du coup lire peut-être pour tout le monde. Est-ce que BDNB Façade Panoramax sera disponible en open data? Nous ne savons pas encore, parce qu'il y a des challenges au niveau technique. On est sur plusieurs terras de données d'images et aujourd'hui le mode de diffusion il n'est pas encore clair et sa ligne éditoriale n'est pas encore fixée. Les LLM utilisés pour le traitement d'images, c'est pareil. En fait, on utilise toute une gamme et aujourd'hui, on ne s'est pas encore complètement arrêté. Il y a certains cas d'usage où on sait que dans l'intégralité du pipeline, on est à peu près fixé, mais globalement, on va utiliser des choses qui sont plutôt des gros modèles comme Qwen et on va aller jusqu'à du YOLO pour des choses plus spécifiques en fait. Mais en fait, il n'y a pas de réponse unique. Et oui, spécifiquement, en fait, on n'utilise aucun modèle propriétaire, on n'utilise pas d'API, on n'envoie aucune donnée sur des serveurs qui ne sont pas sur une infrastructure française gérée par des Français. Et il y avait la dernière question que j'avais vue qui était quelle est la base de données d'apprentissage de la BDNB Façade Panoramax? La BDNB Façade est pour nous une base d'apprentissage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable, pour toutes les entrées de la BDNB, par exemple, si je prends un cas d'exemple sur la prédiction de performance énergétique, des données d'entrée sont les DPE. On va voir des c'est-à-dire qu'on va avoir en entrée aussi, et on va avoir des images de façade. En fait, l'image de façade nous permet de constituer à partir du croisement tout un ensemble d'apprentissages, et après derrière, de pouvoir l'utiliser pour de la prédiction, si jamais on récupère des images pour prédire des choses qu'on n'a pas, par exemple des pubs. Alors ça, c'est un cas d'usage, mais peut-être que votre question se porte sur la question de l'extraction de features. Et là, si c'est de l'extraction de features, c'est des jeux de données qu'on annote manuellement au sein du CSTB par des experts pour pouvoir faire ce qu'on appelle du transfer learning, c'est-à-dire d'apprendre des nouveaux concepts, des nouvelles sources d'objets qu'on fait de la notation de notre côté, en fait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Julien? écoute, Je pour crois qu'il y en a l'instant. pour Edouard, sur Je vois Tipeee. qu'il y a des questions sur Tipeee. Ouais. Donc, il y a une question déjà sur est-ce que Tipeee est open source? Alors, à l'heure actuelle, non. C'est une volonté qu'on a de le rendre open source. On est en train de réfléchir à la stratégie pour le faire au mieux. On cherche aussi du coup des financements. Donc, on regarde un petit peu ce qui se passe pour savoir comment on pourrait financer cette mise en open source. Mais il y a bien une volonté effectivement de partager ce standard et ça passe forcément par l'open. Donc sur ça, je peux pas dire que c'est le cas, mais on espère que ça va venir prochainement. Est-ce que il y a une question que je comprends pas trop donc à propos de Tipeee. Donc c'est bien effectivement un peu rédigé en Python, enfin c'est bien un code Python. Je vois qu'il y a la question, j'ai l'impression sur le fait est-ce que c'est du Python ou pas? Oui, c'est du Python. Et après, donc, il y a par rapport à Outil Workflow, est-ce que c'est possible de faire du post-traitement des data? En fait, dans l'idée, donc, c'est que Tipeee va prendre des données, va proposer une matérialité, et ensuite, on aura des fonctionnalités qui permettront de faire des calculs thématiques, mais ça, c'est plutôt à gérer derrière par chaque outil. C'est juste que voilà, Tipeee lui permet de fournir vraiment une description des matériaux, une quantification de la quantité de composants qu'on a, et ensuite, à partir de ça, comme on a aussi la base de données, on pourra faire des calculs propres de données qu'on souhaite faire à partir des propriétés disponibles dans la base de données. Donc voilà, mais je ne comprends pas parfaitement la question, donc peut-être soit la reformuler, j'essaierai de répondre à l'écrit ou pas, si j'ai pas bien répondu, mais voilà l'idée en tout cas. Ok, je pense qu'on doit être, on doit être bon niveau questions. En tout cas, je ne vois plus forcément de questions. De toute manière, hein, on répondra à toutes les questions non traitées en ligne a posteriori. Donc, je vous propose qu'on passe à la présentation suivante. Encore merci à Pascal et à Edouard pour les présentations. Et donc, pour la prochaine présentation,
c'est Fadi Lalou, responsable recherche, innovation technologique, et Pierre Pigeon, ingénieur sciences des données à la direction technologie de l'information, qui vont présenter l'outil prédictif basé sur l'IA exploitant les données de produits de construction, issus de calculs et d'essais. Je vous laisse la parole. Fadi. Merci Julien, bonjour à tous. Effectivement, avec Pierre, on va vous parler d'un outil prédictif dont l'objectif n'est pas de se substituer à l'essai ou au calcul, mais si on pouvait avoir une idée du résultat avant de faire tourner l'essai, c'est toujours bien. Donc, des éléments de contexte, le CSTB a été créé en 1947, ce qui fait que depuis, nous avons accumulé une grosse quantité de données et des données sur l'ensemble des procédés du bâtiment. L'objectif qu'on va avoir avec cette action, ça va être d'encapsuler cette grande quantité de données dans un outil prédictif. Et donc, pourquoi on a besoin de passer par l'IA? Je vais illustrer le problème avec un cas simple d'abord. Imaginez que vous ayez un essai qui vous donne une déformation en fonction d'une contrainte, par exemple. Vous placez tous vos points d'essai sur le graphe et vous tracez une ligne. Vous arrivez plus ou moins à représenter, alors c'est une régression, et vous arrivez à représenter votre essai. Et donc, si vous avez une nouvelle contrainte, bah, vous pouvez estimer la déformation. Maintenant, si vous avez un cas un petit peu plus difficile, où cette fois-ci, votre déformation, on va dire qu'elle est fonction de deux paramètres d'entrée, la contrainte et on va dire la masse volumique, bah, cette fois-ci, vous pouvez toujours représenter vos données d'essai sous forme, avec une forme visuelle, avec une courbe, et vous pourrez quand même prédire votre déformation en fonction de vos deux données d'entrée. C'est un petit peu plus difficile, mais on y arrive quand même. Par contre, si on prend un cas encore plus compliqué, et cette fois-ci, on va dire que votre déformation, elle est fonction de la contrainte, la masse volumique, mais aussi euh, des caractéristiques physiques ou chimiques du matériau, de la microstructure, etc. Bah là, vous avez trop de paramètres d'entrée. Et donc, vous ne pouvez pas représenter, en tout cas difficilement représenter vos données d'essai ou vos données de calcul avec une forme qui va vous permettre de faire de la prédiction. Donc, c'est dans ce cas de figure-là où on a besoin de passer par l'intelligence artificielle. Alors, le cas justement difficile, entre guillemets, qui va nous intéresser et pour lequel on a fait ce test, c'est celui des fixations parcellement. Globalement, il existe, on va dire, deux grandes familles de fixations dans le domaine du bâtiment, des fixations mécaniques et des fixations chimiques. Fixations parcellement sont des fixations chimiques. On va avoir une résine qui va venir se solidifier et donc bloquer la vis et l'emprisonner, quoi. Au CSTB, nous avons d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu passer l'annonce dernièrement, mais un laboratoire spécialisé dans ces fixations qui s'appelle le laboratoire Achille, et on peut venir tester des arrachements et simuler plusieurs centaines de tonnes de poids sur une fixation. Donc, comment on dimensionne ces fixations-là, ces fixations chimiques? Bah, elles doivent être dimensionnées pour résister à l'ensemble des charges, et donc à des charges statiques, à des charges euh, de séisme, etc., mais aussi à un dimensionnement pour résister au feu. Et il se trouve que ce dimensionnement, que la résistance au feu, pardon, c'est justement le cas dimensionnant. Donc, si on ancre suffisamment notre fixation dans le mur pour qu'elle résiste à un feu, bah, elle résistera à l'ensemble des cas de charge. Et en fonction de cela, on va avoir du coup une résistance au feu qui est fonction du temps qu'il faudra à la fixation avant de se détacher du mur. Ça permet d'avoir un classement. Donc une autre formulation du problème, c'est à quelle profondeur je dois ancrer une fixation chimique pour éviter l'arrachement en situation de feu. Ça va être la sortie, c'est ce qui nous intéresse, c'est la contrainte d'arrachement de ma fixation. Et dans la formule, on voit qu'elle dépend de plein de choses. Alors effectivement, elle va dépendre de pi d, c'est pour avoir le périmètre, donc un petit peu la surface extérieure de ma tige métallique. Elle va dépendre du type de feu, et puis elle va dépendre de la contrainte de la contrainte d'arrachement de chaque section de ma vis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir diviser ou subdiviser ma fixation en plusieurs segments et chaque segment va avoir sa propre température. Si on prend un feu côté droit, bon, on imagine que plus on y proche du feu, plus la section est chaude et plus on s'éloigne, plus la section est froide. Et donc, chaque petite section va avoir une résistance. Et si on vient sommer l'ensemble de ces résistances-là, bah là, on a la résistance globale de ma fixation. Donc, ce qui m'intéresse, c'est cette petite résistance, et cette petite résistance d'un segment, elle est fonction de la température. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la température.
Voilà, donc ce qu'il nous faut, c'est bien un champ de température, et cette température va être fonction de plusieurs paramètres d'entrée. C'est pour ça que c'est un cas difficile, comme je vous l'ai montré avec l'illustration du début. La température, elle est fonction du diamètre, de la profondeur totale, de la profondeur à laquelle on mesure, de la durée du feu et du matériau de la tâche. Donc si je devais récapituler, si j'arrive à obtenir une température, je vais avoir la contrainte dans cette section en particulier. Si j'ai la contrainte dans cette section, je vais pouvoir sommer et avoir l'ensemble de la contrainte. Et si j'ai cette contrainte globale, je vais pouvoir savoir si ma fixation résiste au feu. Si elle résiste au feu, elle résiste dans tous les autres cas de charge. Donc j'ai bien dimensionné. Cette température qui m'intéresse, elle est fonction de, on a vu 5 paramètres d'entrée. Et donc, malgré le fait d'avoir des données, on a un tableau Excel qui va permettre d'avoir plein de températures fonction justement de ces 5 données d'entrée pour plusieurs cas. Bah, j'ai du mal à intuiter ou à imaginer un outil prédictif sans passer par de l'apprentissage et sans passer par de l'intelligence artificielle. Donc la question, c'est quel modèle pour décrire ces données afin que je puisse prédire la température et donc l'arrachement d'une fixation. Et pour y répondre, mon collègue Pierre va vous parler des différents modèles d'apprentissage qu'on a utilisés. Pierre, je te Merci Fadi. laisse la main. Oui, oui. Merci Fadi pour cette introduction du cas d'usage. Bonjour à tous, je suis Pierre Pigeon, donc ingénieur en sciences des données au sein de la direction technologie de l'information au CSTV. Et avant de rentrer dans le vif du sujet du cas d'usage, je vais vous faire une brève introduction sur ce qu'est l'IA et surtout ce qu'on entend par IA dans ce cas d'usage. Cette introduction elle va peut-être sembler triviale pour certains d'entre vous, mais je pense qu'elle est nécessaire puisqu'aujourd'hui le terme d'intelligence artificielle, on entend beaucoup, surtout au niveau de ces applications comme la génération d'images, la génération de sons ou les chatbots comme ChatGPT. Mais ces exemples d'IA générative, ils sont différents de l'IA qui va être utilisée pour ce cas d'usage. Et donc justement, si on doit donner une définition de qu'est-ce que l'intelligence artificielle, ça va être complexe, puisqu'il y a plusieurs sous-domaines, plusieurs applications sous ce terme-là. Par exemple, l'Association française de l'intelligence artificielle dénombre pas moins de 26 sous-domaines à l'intérieur de l'intelligence artificielle. Donc, il n'y a pas une, mais plusieurs IA. Et l'IA dont on va parler aujourd'hui, c'est un des sous-domaines qui s'appelle le machine learning ou l'apprentissage automatique en français. Donc, si l'intelligence artificielle, elle regroupe tous les systèmes d'imitation de la pensée des actions humaines, le machine learning, lui, va se concentrer sur la capacité d'apprentissage, c'est-à-dire la capacité d'extraire des connaissances et de tirer des enseignements de manière autonome. À l'intérieur du machine learning, on a un autre sous-domaine qui s'appelle le deep learning, qui va rassembler tout ce qui est réseau de neurones, mais dont on ne va pas parler aujourd'hui, puisqu'ils ne sont pas utilisés dans le cas d'usage. Donc à l'intérieur du machine learning, on va avoir 3 grandes familles d'apprentissage. L'apprentissage supervisé, où on va donner à la machine un exemple et les réponses correspondantes pour qu'elle puisse ensuite prédire les réponses. On a l'apprentissage non supervisé, où là, on ne va pas donner de réponse à la machine, on va laisser à la machine découvrir la structure des données et rassembler les données qui se ressemblent entre elles. Et l'apprentissage par renforcement, où la machine va apprendre via des récompenses à chaque fois qu'elle donne une bonne réponse. Donc dans notre cas, on va parler d'apprentissage supervisé. Donc comment ça se traduit? Comme vous l'a dit Fadi, on a un certain nombre de paramètres qui vont influencer une valeur cible, qui est la valeur de la température. Et donc le but, c'est que la machine puisse apprendre des données qui ont été déjà produites et qu'ensuite elle puisse prédire une température à partir de données qu'elle n'a jamais vues. Donc pour faire cela, on va entraîner un algorithme. Qu'est-ce que ça veut dire en langage mathématique, entraîner un algorithme? C'est résoudre une équation qui va rechercher une erreur minimale entre une prédiction et une valeur réelle, ou une vraisemblance maximale entre ces deux valeurs. Donc il existe différents algorithmes, avec chacun leur équation. Et donc le but, ça va être de trouver le meilleur algorithme pour notre cas d'usage. Donc pour cela, il y a un théorème qui s'appelle le No Free Lunch Theorem, et qui, pour résumer, dit que le choix de l'algorithme le plus efficace, il doit se faire pour chaque cas d'usage. Et ce choix, il n'est pas trivial, parce qu'il va dépendre de nombreux paramètres. Donc c'est là que va s'arrêter mon introduction sur l'intelligence artificielle et que je vais vous présenter pour notre cas d'usage, donc mon travail de data scientist, et qui va commencer justement par le choix du modèle pour notre cas d'usage. Pour cela, j'ai utilisé la librairie
scikit-learn, qui est une librairie Python et qui est très populaire dans le domaine du machine learning, puisqu'elle regroupe la plupart des algorithmes de base du machine learning. Et pour la petite histoire, cette librairie, elle a été publiée la première fois et depuis, elle est principalement maintenue par des équipes de l'INRIA, qui se trouve en France. Donc, grâce à cette librairie, je vais pouvoir tester différents algorithmes et les comparer en termes de performance, que ce soit au niveau de la performance de la prédiction, mais aussi au niveau du temps d'exécution de l'algorithme. Et je vais aussi pouvoir faire des visualisations du comportement des différents algorithmes. Donc là, j'ai représenté la température en fonction d'un paramètre, qui est le temps d'exposition au feu, donc en fixant tous les autres paramètres. Et on voit qu'à partir des données d'entraînement, donc des données disponibles qui sont représentées par les croix ici, le modèle va faire une prédiction, donc ils sont représentés par les lignes. Et en fonction du modèle, on ne va pas avoir forcément le même comportement. On peut avoir des courbes, on peut avoir des escaliers. Et donc, grâce à toutes ces données, on va choisir le meilleur modèle pour notre cas d'usage. Donc, dans notre cas, on a choisi un modèle de type support vector machine utilisé pour la régression. Une fois qu'on a choisi l'algorithme, il va falloir l'optimiser. C'est-à-dire, chaque algorithme a ses paramètres, et il va falloir trouver les bonnes valeurs pour chaque paramètre de l'algorithme. Et donc, on va utiliser la librairie scikit-learn comme auparavant pour pouvoir comparer les différentes valeurs des paramètres au niveau des performances, au niveau des performances de la prédiction et au niveau du temps d'exécution. Une fois cette étape passée, on a notre algorithme qu'on a optimisé. Donc maintenant, il va falloir valider l'algorithme. Valider l'algorithme, c'est s'assurer qu'on va pouvoir que la prédiction de température à partir de données jamais connues soit bien égale à la température, à la valeur réelle. Donc pour cela, on prend notre jeu de données, on va faire plusieurs séparations aléatoires entre un jeu d'entraînement sur lequel on va entraîner le modèle et un jeu de test où on va comparer la valeur de la prédiction avec la valeur réelle. On fait plusieurs séparations pour vérifier que le résultat obtenu ne viendrait pas d'une séparation spécifique des données. Et donc on voit sur le graphique à droite que peu importe la séparation, on va avoir une performance qui est stable. Et cette performance, donc, qui est l'erreur moyenne en pourcentage sur les valeurs prédites, elle est inférieure à 1%. Donc ça veut dire que notre modèle est performant. On va aussi pouvoir faire de la visualisation des prédictions. Donc comme tout à l'heure, j'ai représenté la température par rapport au temps d'exposition au feu. Et à partir des données qu'on avait à notre disposition, qui sont toujours représentées ici par les croix, le modèle a pu faire des prédictions. Et si on rajoute de nouvelles valeurs, qui sont ici représentées par les étoiles, donc des nouvelles valeurs que le modèle n'a jamais vues, et ben on voit que les étoiles tombent bien sur les courbes, donc ça veut dire que le modèle a été capable de prédire à l'avance ces valeurs. Et pour ce cas d'usage particulier, on avait une contrainte supplémentaire, puisque les données disponibles donc de température, elles proviennent de logiciels de simulation. Et comme il existe plusieurs logiciels, il existe un rapport technique européen qui stipule que la valeur de la température simulée, elle ne doit pas être différente de plus de 10% par rapport à la valeur de référence. Donc, la valeur de référence, c'est les valeurs avec lesquelles on a entraîné notre algorithme. Et donc, on doit s'assurer ici que les prédictions des nouvelles valeurs de température, elles respectent cette exigence du rapport technique. Donc, comme j'ai expliqué précédemment, pour cela, on va faire plusieurs séparations, jeu d'entraînement, jeu de test, mais cette fois, on ne va pas le faire de manière aléatoire, on va le faire en enlevant à chaque fois une des valeurs possibles d'un paramètre. Donc, par exemple, on peut prendre la valeur de 16 mm pour le diamètre de l'ancrage. On va enlever toutes les valeurs où le diamètre est égal à 16, entraîner l'algorithme sur les valeurs restantes et essayer de prédire les valeurs de la température pour un diamètre 16. Si une seule de ces valeurs ne respecte pas l'exigence du rapport, dans ce cas-là, le modèle n'est pas valide pour un diamètre 16. Ce qui nous permet de définir des bornes de validité pour notre algorithme. Et dans notre cas, l'algorithme est valide pour un diamètre entre 8 et 24 mm, une profondeur d'ancrage entre 4 fois et 15 fois le diamètre, et un temps d'exposition au feu entre 30 minutes et 2 heures. Maintenant que notre algorithme est validé, eh bien, on peut l'utiliser pour prédire la température avec des données de paramètres qui n'ont jamais été vues. Et une fois qu'on obtient les températures, en utilisant le calcul que vous a présenté Fadi au début de la présentation du cas d'usage, on va être capable de calculer la résistance de la résine, et par d'autres calculs, on peut aussi calculer la résistance de la tâche et la résistance du béton. Ce qui nous a permis de construire
un outil qui, en fonction des différentes valeurs des paramètres, nous permet de calculer la résistance, donc ici de la résine, ici de l'acier et ici du béton, et donc de faire apparaître la résistance la plus faible, qui va finalement représenter la résistance du système dans son entier. Donc il est possible aussi de calculer la résistance sur des plages de valeurs, donc d'obtenir un tableau où on va voir apparaître les 3 résistances et on va voir une représentation graphique de la résistance totale du système. Et donc on peut utiliser des plages de valeurs sur plusieurs paramètres. Donc ce que je veux montrer là avec l'exemple de cet outil, avec cette simulation, c'est que auparavant, si on devait faire une simulation justement sur des fourchettes de valeurs, chaque température devait être simulée à la main, une par une, pour toutes les valeurs de tous les paramètres, ce qui était extrêmement chronophage. Aujourd'hui, grâce à la prédiction, grâce à l'algorithme, on est capable d'obtenir donc des tableaux, des grands tableaux avec plusieurs valeurs de résistance, et ce en quelques minutes, puisque là la vidéo n'est pas accélérée, la vidéo est en vitesse réelle, et donc l'IA a apporté vraiment un réel progrès à ce niveau-là. Donc en conclusion de ce cas d'usage, on a montré que l'apprentissage supervisé pouvait nous aider à prédire des résultats d'essai. Et une fois qu'on obtient une prédiction, alors on a beaucoup de perspectives qui s'ouvrent à nous, comme par exemple la prédiction peut servir de support aux futurs essais. On peut avoir un aperçu des résultats qui sont attendus avant de planifier l'essai, et comme ça on va pouvoir mieux prévoir l'essai. Ça peut être aussi une aide à l'amélioration de produit. À chaque fois qu'on change de paramètre, au lieu de lancer un essai, on va pouvoir faire des tests rapides grâce à la prédiction. On va pouvoir aussi voir l'influence de chaque variable dans le résultat final, et on va pouvoir détecter des anomalies lors des essais, puisqu'on aura déjà une idée de la valeur attendue. Alors il faut garder en tête que ce cas d'usage, il a fonctionné, mais ce cas d'usage respectait aussi les conditions nécessaires à l'entraînement d'un algorithme. Au niveau des données, tous les paramètres qui influençaient la température étaient connus et ils étaient modélisables. Et ils représentaient tous tous les paramètres étaient des valeurs numériques. Les données, elles étaient accessibles, elles étaient compréhensibles et elles étaient propres. Ce que j'appelle propre, c'est que pour chaque résultat d'essai, on va avoir une marge d'erreur. Plus cette marge d'erreur, elle va être importante, plus l'algorithme va apprendre de cette marge d'erreur et plus on a de chances d'avoir des mauvaises prédictions. Et bien sûr, les données étaient en nombre suffisant pour pouvoir entraîner l'algorithme. Une autre limitation, je dirais, de l'apprentissage supervisé qu'il faut garder en tête, c'est que le cas d'usage qu'on a utilisé là, il pouvait être modélisé. Finalement, les algorithmes entraînés, ils traduisent l'équation d'un phénomène physique qui est prévisible. Or, dans certains cas, on a certains phénomènes physiques qu'on appelle chaotiques, qui sont par définition non prévisibles, et dans ce cas-là, le machine learning ne pourra pas faire de miracle. Une autre chose qui est bon à rappeler aussi, c'est que le modèle qu'on a entraîné n'est valable que dans les bornes de validité qu'on a définies. Si par exemple, je prends un des paramètres qui est le diamètre en millimètres, le modèle il a été entraîné sur des diamètres allant de 6 mm à 33 mm. Donc on ne va pas pouvoir prédire une température pour un diamètre de 50 mm, puisque l'algorithme n'a jamais été entraîné à ce niveau-là. Donc les résultats ne sont pas extrapolables. Et même pour aller plus loin, dans ce cas-là, le modèle n'est même pas valide sur toute la plage de valeurs sur laquelle il a été entraîné, puisque sur les bornes, le modèle ne va pas réussir à prédire ce qui se passe au-delà de ces bornes. Donc ici, la validité de notre modèle, par exemple au niveau du diamètre, se place entre 8 et 27 mm. Et pour revenir aussi un peu sur ce qu'a dit Julien au tout début de la présentation, sur le numérique responsable, il faut garder en tête que l'IA, elle va nous aider à résoudre des équations qui sont trop complexes pour être résolues à la main. Mais il faut adapter la complexité de l'algorithme
avec la complexité du problème à résoudre. Dans notre cas d'usage, bien sûr, on aurait pu utiliser des modèles très compliqués de genre du type réseau de neurones, qui auraient donné de très très bons résultats, mais qui auraient demandé beaucoup de ressources, dont l'explicabilité à la fin des résultats aurait été beaucoup plus compliquée, alors que là, avec un algorithme simple qui fonctionne en local sur un ordinateur, on a été capable d'avoir des résultats très satisfaisants. Je vous remercie pour votre attention et on va pouvoir passer aux questions. Julien, je te laisse la main. Ouais, merci Pierre et merci Fadi pour la présentation. On a une première question, Pierre, sur le ratio 50. Alors, je la lis à l'oral, hein, comme ça tu l'auras. Le ratio 55% des données d'entraînement et 45% des données pour vérifier le modèle a une raison particulière. Pourquoi pas 80-20? Alors là, il n'y a pas de raison particulière. Il faut, j'ai envie de dire, c'est comme le choix du modèle, ça va se faire au cas par cas. Plus on va avoir un jeu d'entraînement conséquent, plus le temps d'entraînement va être long. D'un autre côté, plus le jeu de données d'entraînement va être petit, plus le temps d'entraînement va être rapide, mais moins le modèle s'entraîner. Donc, en fait, c'est un équilibre à trouver pour avoir assez de données d'entraînement pour que le modèle soit représentatif du modèle qu'on aura à la fin au niveau des performances et qu'il ne soit pas trop grand pour pouvoir faire des tests rapidement. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. En tout cas, il n'y a pas c'est pas une valeur fixe, c'est au cas par cas. Donc, ça aurait pu être 80-20, ça aurait pu être 25-75. Ok, merci Pierre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est le moment. Si vous souhaitez en publier, vous pouvez toujours les écrire. Après, on peut aussi enchaîner sur la présentation suivante et puis prendre les questions au fur et à mesure, hein. Il y aura une réponse par écrit de toute façon. Pas d'autres questions a priori. Bon, bah encore merci Pierre et Fadi, c'était très clair. Du coup, je pense que on peut passer à la présentation suivante. Audrey, Florence, je vous laisse partager votre écran. Voilà, parfait. Donc, la troisième et dernière présentation pour ce webinaire s'intitule « Faire parler les données pour accompagner les trajectoires de transformation écologique et sociétale des territoires », donc plutôt à l'échelle urbaine, et sera présentée par Audrey Bouet, qui est ingénieure sciences des données à la direction technologie de l'information, et Florence Gutt, qui est chef de projet au laboratoire d'urbanisme intégré. Je vous laisse la parole. Merci Julien. Bonjour à toutes et tous. Je vous présente d'abord le besoin métier, puis ma collègue Audrey Bouet expliquera comment le CSTB a répondu à ces besoins avec la science des données. Donc, de quelle trajectoire de transformation écologique et sociétale est-il question ? En fait, on va vouloir faire parler les données dans le cadre de travaux qui s'appuient sur la santé et le bien-être. C'est via le concept Une seule santé de l'Organisation mondiale de la santé. C'est une approche intégrée, systémique et unifiée qui est intrinsèque à une démarche ville durable. Elle prend en compte en effet la santé des écosystèmes, c'est-à-dire la santé des espèces végétales et animales, qui sont directement liées à la santé humaine. Et dans ce concept Une seule santé, le laboratoire d'urbanisme du CSTB s'intéresse particulièrement à l'urbanisme favorable à la santé, selon la définition de l'École des hautes études en santé publique, le HESP. Le principe de l'urbanisme favorable à la santé, c'est qu'à travers des choix d'aménagement et d'urbanisme, on veut minimiser l'exposition des populations à des facteurs de risque et on veut aussi favoriser l'exposition à des facteurs de protection.
L'approche urbanisme favorable à la santé soutient particulièrement des actions qui présentent des co-bénéfices santé, environnement, climat. On est vraiment dans une seule santé. Vous pourrez retrouver les enjeux urbains et les principes de l'urbanisme favorable à la santé dans le guide Isadora, qui a été diffusé en 2020 par l'École des hautes études en santé publique. C'est un document de référence. C'est surtout un guide élaboré par des professionnels de l'aménagement pour des opérationnels, à savoir des collectivités, des aménageurs, des bureaux d'études, etc. Ce guide présente une démarche basée sur une approche fondée sur des déterminants de santé environnementaux, socio-économiques et individuels. Ces déterminants de santé sont en fait des facteurs liés à l'environnement physique et à l'environnement socio-économique qui influencent notre santé. Ils sont définis par l'Organisation mondiale de la santé. Dans le guide Isadora, ils ont été restreints à ceux qui sont liés directement à l'aménagement, ceux sur lesquels des actions ou des choix d'aménagement ont un impact. Par exemple, on va parler notamment du déterminant eau, qui va être le fil conducteur des exemples que nous allons vous présenter. Ce sont des notions encore peu répandues en urbanisme. Donc, on a identifié des besoins. Pour commencer, continuer à sensibiliser les acteurs de l'aménagement à l'urbanisme favorable à la santé, c'est-à-dire intégrer la notion de santé et de bien-être dans les enjeux urbains, dans des actions de prévention plutôt que seulement dans des actions curatives du type définir une offre de soins. C'est-à-dire aussi évaluer les impacts sur la santé en s'appuyant d'une opération, en s'appuyant notamment sur les déterminants de santé qui ont été listés dans la slide précédente. On a identifié aussi que les opérationnels avaient encore besoin d'outils. Par exemple, un vademecum, des données à prendre en compte dans les actions favorables à la santé. Par exemple, quels déterminants de santé, quels impacts sur la santé je vais devoir prendre en compte dans mon opération. Une visualisation dynamique aussi. Parmi tous les déterminants de santé, toutes les solutions, tous les impacts qui sont listés par exemple dans le guide Isadora, lesquels concernent directement mon contexte. Et si je veux étudier plusieurs possibilités, quelle manière dynamique de visualiser les données qui me concernent directement. Et on veut aussi appuyer une approche collaborative parce que les différentes parties prenantes d'une opération n'auront pas la même vue du bien-être et de la santé, même avec les mêmes données d'entrée. Donc, comment faire réfléchir les différents métiers à différentes échelles pour toujours optimiser les choix d'aménagement en faveur de la santé et du bien-être. À ces besoins identifiés, le CSTB répond avec la démarche recherche et développement suivante. On veut développer, on a commencé à développer et à diffuser un commun numérique dont il a déjà été question dans les présentations précédentes. Ce commun sera fondé sur une modélisation des connaissances qui vous sera présentée dans quelques minutes. On développe aussi un outil de sensibilisation à l'urbanisme favorable à la santé, notamment pour la phase amont d'un projet. On veut pouvoir identifier des critères, des solutions, des contraintes opérationnelles, des co-bénéfices grâce à la modélisation des connaissances. On veut pouvoir partager les visions de l'UFS entre les différentes parties prenantes et des visions liées au contexte. Et à terme, on veut aussi proposer un outil d'optimisation de la conception d'une opération d'aménagement, notamment modéliser un quartier en se donnant la possibilité d'évaluer des projets selon les critères de l'urbanisme favorable à la santé, notamment grâce à des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, des indicateurs adaptés aux enjeux du quartier et du territoire, et de pouvoir calculer ces indicateurs afin de faire parler les données du projet. On ne perd pas de vue que l'objectif est de sélectionner le meilleur projet selon les impacts des différents choix sur la santé et le bien-être. On est donc forcément reparti du guide Isadora comme fondation pour ce commun et ses outils. La caractéristique principale du guide Isadora, c'est d'avoir créé et défini
des clés opérationnelles, c'est-à-dire de grands objectifs à atteindre pour élaborer des opérations d'aménagement favorables à la santé. Pour chaque clé opérationnelle, on a les enjeux de santé, l'application de cette clé en fonction des thématiques d'aménagement qui sont listées ici, par exemple. Donc, une thématique d'aménagement, une variable d'aménagement, c'est une dimension de l'aménagement sur laquelle on va pouvoir agir en modifiant ou en ajustant pour optimiser des résultats en termes de santé publique, d'équité sociale, de qualité environnementale, pour reboucler sur le concept d'une seule santé. Bref, ces clés opérationnelles, donc, on rentre dans Isadora par une clé, ici, la qualité des logements. On a une liste des thématiques d'aménagement qui sont concernées. On choisit celle qui nous concerne, par exemple, espace public. Et on va pouvoir voir quels sont les impacts, les effets, les influences pour le travail sur ces espaces publics. Et ensuite, on a une synthèse des déterminants de santé qui sont touchés. Donc, pour chaque clé, on a un graphe qui synthétise les déterminants de santé concernés en fonction de la thématique d'aménagement qui nous concerne. Et en fait, on s'est rendu compte que pour une autre clé, par exemple, gestion des eaux pluviales, on va pouvoir avoir aussi des impacts communs avec encore d'autres clés. La thématique gestion des eaux, elle est très proche de la clé espace vert, par exemple. Donc, on a eu envie, en identifiant certains impacts qui sont communs avec la clé espace vert, on a eu envie en fait de rapprocher, de regrouper tous ces graphes qui sont déjà une modélisation des connaissances. On a eu envie de rapprocher ces graphes. Et comme en plus, derrière, il se cache des solutions opérationnelles, on a eu envie de lier les actions et les solutions qui sont proposées en exemple, on a eu envie de les lier aux effets qui sont listés ici. Vous voyez bien ici que dans ce graphe, on ne voit pas apparaître les solutions et actions. Et parce que derrière, on a toujours l'objectif d'identifier des co-bénéfices pour une même solution. Donc, en quelque sorte, on inverse le graphe qui vous est présenté. Au lieu de partir par la gauche, on va partir par une droite qui présentera des solutions opérationnelles pour remonter aux effets et influences et ainsi dégager des co-bénéfices. Pour revenir à quelque chose de très concret, quand on veut choisir une solution efficace et quand on veut la financer, par exemple, ça peut être utile de pouvoir identifier les différents effets, les différents co-bénéfices. On a donc listé des actions et solutions identifiées comme favorables à la santé et au bien-être. Vraiment, la liste n'est pas exhaustive. Nous les avons qualifiées aussi en leur associant des impacts et des déterminants de santé issus d'Isadora. Et on a ajouté aussi d'autres caractéristiques comme l'échelle et puis encore d'autres choses dont je vous passe les détails, mais toujours pour ensuite avoir le maximum d'informations sur ces solutions dans les outils de sensibilisation et d'aide à la conception. Par exemple, toujours dans notre clé 15, on a une solution de stocker les eaux pluviales. Ça peut être par exemple un jardin de pluie. Derrière, on a donc bien les trois impacts. On a trois impacts identifiés que vous retrouverez dans la présentation que vous fera Audrey par la suite. Et donc, vous voyez bien que du coup, on a plusieurs co-bénéfices. Et ce sont ces données, en fait, sous un format Excel, ce sont ces données qui ont été utilisées pour les développements réalisés par ma collègue Audrey Bouet. Et donc, qu'elle vous présente maintenant. Bonjour à tous, merci Florence. Du coup, Audrey Bouet, ingénieure en sciences des données au sein de la direction technologie de l'information. Je vais vous présenter la méthodologie mise en place pour modéliser les connaissances présentées par Florence, qui repose sur l'approche Link Data, donc les données liées. Cette approche permet de structurer et de relier des données de manière standardisée, ce qui facilite leur interopérabilité, notamment pour des sources de données hétérogènes. Mais elle garantit aussi une meilleure contextualisation, notamment pour les données par la description de chaque élément et par des métadonnées claires. Cette approche présente des atouts majeurs pour garantir les principes FAIR, donc qui se décomposent en 4 grands principes et qui émettent un ensemble de caractéristiques que doivent répondre les données et les métadonnées pour qu'elles soient comprises par l'homme et par la machine, comme l'a dit Julien précédemment. En s'appuyant sur les principes FAIR, cette méthode rend les données plus faciles à trouver, accessibles à différents publics,
interopérables et favorise leur réutilisation. Donc la démarche mise en place au CSTB suit plusieurs étapes, à commencer par l'analyse du cas d'usage, un inventaire des sources de données disponibles, la construction d'une structure d'un modèle appelé ontologie, et enfin l'alimentation d'une base de données avec son interrogation. Hop. Donc, comme énoncé précédemment, la première étape consiste à analyser le cas d'usage. Donc, Florence l'a très bien dit, mais l'objectif ici est de sensibiliser les acteurs territoriaux aux effets des aménagements urbains sur les déterminants de santé. Mais il s'agit aussi de les impliquer directement dans le processus, à la fois pour enrichir les données et pour valider les résultats. Donc, c'est une démarche qui repose sur une collaboration multidisciplinaire, mobilisant les spécialistes de l'urbain, de la santé et de l'ingénierie de la donnée. Pour être efficace, nous devons répondre à... Pour être efficace, nous devons répondre à 3 besoins clés. Donc, le premier qui est l'interopérabilité pour dépasser l'hétérogénéité des sources de données et construire un langage commun, notamment par les définitions qui sont fixées. Donc, on a fixé avec Florence au niveau d'un cadre commun. Le besoin d'évolutivité pour que la méthode puisse s'adapter à de nouveaux jeux de données, à de nouveaux acteurs. Et enfin, la traçabilité et l'accessibilité grâce à des métadonnées et une documentation claire qui garantissent la transparence. Alors, certains travaux existent déjà sur le thème de l'aide à la planification urbaine. Par exemple, l'article How Small System Dynamics Models Can Help the Public Policy Process met en évidence les impacts positifs ou négatifs d'une action sur un territoire afin d'orienter et éclairer les choix politiques. On peut aussi citer le projet Nature for Cities qui explore l'intégration de la nature en ville face aux challenges urbains, ainsi que de nombreux laboratoires qui travaillent sur le sujet comme le Lab Urba, l'UTC Avenue ou même des laboratoires étrangers aux États-Unis ou en Grèce. Donc, la deuxième étape de notre démarche consiste à faire l'inventaire des sources d'informations disponibles. Donc, Florence les a très bien détaillées, je ne vais pas aller dans le détail, mais donc nous sommes appuyés sur le guide Isadora qui repose sur une approche systémique des interactions entre les types d'aménagement et la santé publique. Et à cela s'ajoute le tableau des solutions d'aménagement produit par le CSTB qui réunit non seulement les solutions concrètes aux impacts d'Isadora, mais aussi à leurs échelles, leurs contraintes et aux indicateurs qui permettent de les évaluer. Donc, la suite de la démarche consiste à construire une ontologie, donc c'est un modèle de connaissances. Nous avons adopté une approche systémique qui consiste à décomposer le système en plusieurs composants dans le but de mesurer sa performance globale. Donc, l'idée est de créer un cadre commun permettant de relier les nomenclatures existantes, comme ici celle du CSTB et celle du guide Isadora. Donc, concrètement, l'ontologie repose sur l'identification des composants clés. On y retrouve les solutions, les impacts, les contraintes opérationnelles ou encore les déterminants de santé. Et ensuite, donc, on relie ces concepts par des liens sémantiques documentés qui traduisent les relations entre ces concepts. Donc, par exemple, une solution est soumise à une contrainte opérationnelle, une solution solutionne un impact, tandis que cet impact a des conséquences sur un déterminant de santé. Donc, ce modèle il fournit une base commune pour décrire et relier l'ensemble des informations et interactions du système de manière cohérente et interopérable. Donc, une fois le modèle d'ontologie construit, l'étape qui suit se rapporte à l'alimentation d'une base de connaissances. Donc, pour cela, nous avons implémenté un module de transformation en Python qui permet d'aligner les données sources avec le modèle précédemment créé pour respecter la structure et la sémantique définie au préalable. Donc, on dépose ensuite l'ensemble des données sur une base de données de type Triple Store, donc comprenant les sources d'informations transformées et standardisées, ainsi que le modèle documenté. Donc, l'ensemble de ces informations pourront être interrogées par la suite. Donc, voici un exemple de visualisation d'un extrait de la base de connaissances. Donc, les données sont représentées sous forme de graphes où chaque élément est relié par un lien sémantique documenté qui correspond aux relations définies précédemment dans l'ontologie. Donc, cette représentation permet également de voir les concepts instanciés, ce qui facilite la compréhension de la structure du système et les interactions entre les composants. Donc, cette visualisation nous permet d'explorer le graphe en naviguant de manière interactive. Par exemple, si nous mettons en évidence une solution, donc ici, stocker les eaux pluviales,
nous pouvons retrouver les impacts qui lui sont reliés, donc qui sont des conséquences, non, pardon, qui sont reliés, qui sont solutionnés par les solutions. Donc, si tu peux. Donc ici, on retrouve normalement 4 impacts. On retrouve les impacts que Florence nous a cités, donc la lutte contre le risque à inondation, la régulation du cycle de l'eau, c'est ce qu'on appelle les co-bénéfices. Et ensuite, on peut aussi retrouver donc les déterminants de santé qui sont reliés à ces impacts, ce qui, par cheminement, nous fait comprendre quels déterminants de santé sont impactés par la mise en place d'une solution. Voilà. Donc ici, on retrouve bien le déterminant de santé eau. Une autre façon de naviguer dans le graphe se fait par l'interrogation. Donc on peut interroger le modèle construit pour sa découverte, mais aussi, on peut aussi interroger les données qui ont été transformées. Donc par exemple, ici, on pose différentes questions reliées aux solutions par rapport à son échelle. Par exemple, quelle solution est proposée à l'échelle du lot, ou encore par rapport à ses contraintes. Quelles solutions proposées ne sont pas contraintes ou sont contraintes par une certaine contrainte identifiée. Et enfin, quelles solutions ont le plus d'impact et couvrent le plus de déterminants de santé. En termes de perspective, nous envisageons d'enrichir le modèle en y ajoutant des relations de complémentarité ou d'opposition entre les solutions, ainsi que la possibilité de représenter les impacts sous forme positive ou négative pour une action. Ce qui permettra de faire émerger des boucles de rétroaction et des systèmes complexes, en fait des interactions complexes entre le système. Par ailleurs, nous travaillons sur des sujets similaires, notamment avec la métropole de Rennes, à travers le projet City Orchestra, pour lequel nous visons à modéliser une approche urbaine globale en nous appuyant sur des cas d'usage précis dans le but de comparer des scénarios. D'autres applications sont également explorées dans le domaine de la rénovation, où l'on évalue les contraintes et les bénéfices d'un geste de rénovation. On a aussi des perspectives directement au contact des acteurs, notamment de développer et publier une méthodologie outillée destinée aux acteurs désirant lancer des actions ou une démarche d'urbanisme favorable à la santé. On a prévu d'organiser un séminaire, voire un groupe de travail sur la thématique de l'urbanisme favorable à la santé pour consolider cette méthodologie et les outils et s'attacher aux contraintes opérationnelles. Pardon. Et on a prévu aussi des expérimentations avec, pour le suivi et la prise en compte des retours terrain pour vraiment continuer à consolider nos outils et notre méthodologie. Et enfin, on a évoqué le commun. Il va falloir le partager et mettre en place une manière de suivre l'évolution continue avec les opérationnels. Si vous êtes intéressé d'ailleurs pour participer à ces travaux, n'hésitez pas à vous manifester pour participer donc aux travaux et pour nous proposer éventuellement un site d'expérimentation. De toute façon, vous avez nos coordonnées dans la slide suivante et vous pouvez aussi nous adresser vos questions. En tout cas, merci pour votre attention. Merci Florence et merci Audrey. Il y a plein d'acclamations qui arrivent. Je vais lire quelques questions. Alors, allons-y. Donc, une première question qui est création d'un langage commun. S'agit-il d'une norme? Point d'interrogation. Non, il ne s'agit pas d'une norme. On a repris les définitions qui étaient principalement dans Isadora. En tout cas, c'était important de s'accorder sur un langage commun pour être sûr que les concepts créés dans l'ontologie d'Audrey, enfin dans l'ontologie du CSTB, seraient bien compris et que du coup, les données qu'on intégrerait correspondraient bien à ces définitions. C'est bien ça, Audrey, ou tu veux compléter? Non, c'est tout à fait ça. Merci. Merci, Julien. Merci. Alors, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas, hein, c'est le moment. En plus, on est à la fin, il nous reste un petit peu de temps. Donc, si vous voulez poser vos questions, c'est le moment. Encore une fois, de toute manière, si les questions arrivent après, elles seront, on pourra y répondre par écrit. Alors, on a une question sur est-ce que vous pouvez utiliser ce référentiel pour évaluer automatiquement un projet? Il me semble que vous ne pouvez que poser des questions au référentiel à ce stade.
Oui, exactement. On n'est pas encore dans l'outil d'aide à la conception, donc une utilisation du référentiel vraiment précise. On ne peut que se poser des questions, effectivement. Alors, il y a une question. Peut-on intégrer le groupe de travail, participer au séminaire en tant qu'acteur qui travaille également sur la thématique? Pardon, tu peux répéter, s'il te plaît? Ouais. Peut-on intégrer le groupe de travail, participer au Oui, séminaire en tant qu'acteur qui travaille également sur la thématique? oui, bien sûr, pardon. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr, tous les acteurs sont les bienvenus pour justement partager les visions et les expériences aussi. Ça sera d'autant plus intéressant sur les contraintes opérationnelles. Ok, merci. Alors, il y a une question également sur le partage des travaux. Quand pensez-vous partager ces travaux? Ça sera plutôt l'année prochaine, en fait. Pour être sûr de ne pas s'engager à trop court terme, ça sera plutôt l'année prochaine. Ah, on a une question aussi. Est-ce que l'ontologie est accessible en ligne? Pas encore. Pas encore. L'outil de on est en train de réfléchir sur comment justement partager l'ontologie et peut-être même l'outil de visualisation. Donc, mais ça fait partie du commun. Le commun est fondé sur l'ontologie numérique. Alors, on a une question un peu plus généraliste qui vient d'arriver aussi. D'un point de vue général, comment pensez-vous qu'une agence d'architectes et d'ingénieurs pourrait ou devrait utiliser les interfaces et outils montrés aujourd'hui, en termes de pratique idéale, par exemple? Oui, tout à fait. Peut-être pour une approche collaborative, justement, enfin, pour pouvoir pour avoir une manière de présenter alors, je pense à l'agence d'architectes pour présenter leur projet de manière un peu didactique, mais peut-être surtout pour une phase de concertation. En fait, les outils sont quand même plutôt pensés pour des maîtres d'ouvrage plus que pour des maîtres d'œuvre ou une équipe de maîtrise d'œuvre. Mais par contre, les équipes de maîtrise d'œuvre, dans leurs caractéristiques, dans leur mission pédagogique, peuvent s'appuyer sur ces outils, bien sûr. En revanche, pardon, pour le moment, donc les outils ne sont pas accessibles et on peut aussi le CSTB peut participer à cette prise en main des outils, par des équipes de maîtrise d'œuvre. Ok, merci pour les réponses. A priori, est, euh, on est bon. On n'a plus de questions, a priori. Encore une fois, hein, il y a des réponses qui seront apportées également par écrit à toutes les questions. Donc, je vous propose de clôturer ce webinaire. Vous recevrez également un message vous informant donc de la mise en ligne du replay et du support. Merci à toutes et à tous pour votre participation et un grand merci également aux intervenants, aux équipes de la direction de la recherche et innovation, de la direction de la communication pour l'organisation de cette session. Encore une fois, merci à toutes et à tous. À bientôt et très bonne journée. Au revoir.